Merci. Donc, il va nous parler de la folliculogenèse, mais ce n'est pas un truc classique. Vous allez voir, c'est un film qui va parler de la folliculogenèse dès l'embryogenèse jusqu'à l'ovulation. Donc, Hamza, à toi la parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, je remercie les staffs de la Société tunisienne de gynéco-obstétrique. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, de m'avoir associé à ce congrès et particulièrement mon ami Dr Bachir Zouaoui. Donc, il m'a été de demander de traiter un sujet de science fondamentale qui est la folliculogenèse. Qui est en fait un phénomène cyclique, dynamique, permettant à un seul follicule d'aller vers la dominance et l'ovulation. Cependant, vu la complexité de ce sujet, je me suis inspiré et j'ai préféré le raconter autrement, d'une façon artistique, sous forme d'une histoire, racontant le parcours d'un grand combattant. Donc depuis justement le parcours de ce combattant, depuis sa naissance, en passant par l'âge pubère, l'âge adulte, jusqu'à ce qu'il acquit, est-ce qu'il ait son rêve d'enfance qui est la gloire, qui est la dominance et l'ovulation qui caractérise l'espèce humaine. Donc le personnage clé de cette histoire est en fait le follicule dominant qui est entouré de toute une équipe qui vont lui permettre d'accéder à cette dominance. Et chaque personnage est caricaturé par une image. Donc, rappelez-vous, FSH, LH, l'aromatase. On va voir le rôle de chacun de ces personnages. Donc, pour réaliser son rêve, ce follicule dominant est doté de certains critères. Il est chanceux, c'est un grand rescapé. Il est débrouillard parce qu'il ne va compter que sur lui-même dans certaines situations. C'est un grand séducteur parce qu'il a deux femmes dans sa vie, la FSH et la LH. Malheureusement, il est égoïste, c'est un serial killer. Il peut éliminer tout ce qui se pose à lui. Et pourtant, c'est quelqu'un qui rend le bonheur dans plusieurs couples. Et comme toute histoire, il y a un scénario. Donc, il y a deux grands épisodes. Le premier, c'est le développement folliculaire basal qui caractérise l'enfance de ce follicule. Elle est de 120 jours, indépendante des gonadotrophines. Un follicule primordial peut augmenter de taille, devenir primaire, puis devenir préantral avec cellules de granulosa autour, cellules técales. Et la deuxième partie de ce premier épisode, c'est l'âge pubère. Donc elle est de 70 jours, elle est gonadosensible. Donc à ce stade, le follicule, il va avoir des récepteurs à la FSH, la LH. Il va avoir également une vascularisation via ces cellules técales. Puis le deuxième épisode de l'histoire, c'est l'âge adulte, c'est le développement folliculaire final permettant la maturation finale de ce follicule. Ce follicule, il est né dans le ventre de sa mère, il est issu d'une famille nombreuse. À 4 semaines commence le développement folliculaire. À 20 semaines, ils sont 7 millions entre frères et sœurs et commence immédiatement la déplétion folliculaire. Il en reste que 1,5 million à la naissance, ce qui caractérise la réserve ovarienne. Donc, cette déplétion est très massive, elle continue après la naissance jusqu'à la ménopause. Il y a une cassure à 38 ans et uniquement 400 follicules arriveront à terme, ce qui fait que ce follicule il est très chanceux, comme je l'ai dit au départ. Et les autres, l'avenir, c'est l'atrésie. Donc, la première phase de développement folliculaire basal, que j'ai baptisée la traversée de désert, ça caractérise l'enfance. Elle est très, très longue. Elle est très difficile parce que ce follicule, il ne va compter justement que sur lui-même pour avancer. C'est pour cela que j'ai dit que c'est un grand débrouillard. Donc cette phase, elle est très très difficile et je pense que c'est cette phase qu'on doit faire des recherches sur cette phase parce qu'il y a peu de travaux. Donc ce qui caractérise l'enfant, c'est un débrouillard. Il ne va compter que sur lui-même pour avancer. Et pour ce faire, il y a un dialogue très précis entre son ovocyte et ses cellules de granulosa.
Donc ce follicule dominant, qui c'est un multilingue, il parle plusieurs langues, et chaque langage est différent en fonction de son statut. En étant primordial, il s'agit d'un dialogue moléculaire permettant à des cellules germinales dormantes d'être activées en follicule primordial par un facteur appelé FEGLA. D'ailleurs, ça a été démontré que la mutation de ce facteur signe l'arrêt brutal de la folliculogénèse, puis il va être activé pour devenir primaire et la plupart du temps, il est inhibé. Et ceci grâce à un facteur de croissance qui est le kit ligand sécrété par les cellules de granulosa qui vont se fixer sur l'ovocyte, permettant l'activation de la voie de signalisation P13-4. Et parfois, fort heureusement, il y a d'autres facteurs inhibiteurs, notamment le FOXO-L et l'AMH, qui freinent et qui inhibent cette voie. Deuxième, quand il passe au stade primaire, le dialogue, c'est un dialogue de contact par des projections transzonales. C'est des véritables projections expansion cytoplasmique des cellules de granulosa qui vont traverser la zone pellucide et venir en contact direct de l'ovocyte, permettant ainsi le déplacement des facteurs de croissance. Donc c'est très bien illustré sur ce microscope électronique. Vous avez l'ovocyte, vous avez les cellules de granulosa et vous avez ça c'est les cellules de granulosa, l'ovocyte et ces projections transzonales. Il y a un autre élément de contact, c'est les gap-junctions qui sont des canaux membranaires sous forme de vannes permettant le passage des deux côtés des facteurs de croissance entre l'ovocyte et cellules de granulosa. C'est un hexamère de connexine de ces unités de connexion. Donc il a été démontré qu'il existe 17 unités chez la femme, dont 2 sont importants pour ce développement, la C43 et la C45, et la mutation de ces connexines signe l'arrêt brutal de la folliculogénèse. Donc ça, c'est un schéma qui résume à peu près ce que je viens de dire. Vous avez les cellules de granulosa, l'ovocyte, les gap-junctions et les facteurs de croissance, qui est le passage de deux côtés. Donc cette régulation se fait grâce à l'ovocyte qui va sécréter un premier facteur de croissance, la BMP15 et la Growth Different Factor, qui ont deux rôles. Le premier est les mitogènes. Le deuxième rôle, c'est la sécrétion de kit ligand qui va se fixer sur l'ovocyte, permettant le développement et l'activation de l'ovocyte. Ce qui est démontré par les sciences actuelles, que c'est l'ovocyte qui est le maestro de cette phase, parce qu'il permet le développement folliculaire basal final et voire même le développement embryonnaire précoce. En étant antral, le dialogue va changer. C'est un dialogue vasculaire. Il va établir une vascularisation via les cellules técales des récepteurs à la LH et FSH. C'est vrai qu'en ce moment, la présence des gonades de trophine n'est pas nécessaire, mais ça a été démontré qu'une petite quantité améliore la cohorte folliculaire fonctionnable lors de fécondation in vitro. Puis, deux facteurs qui sont importants pour ce développement, l'épidémie growth factor et l'insuline growth factor, qui ont un effet mitogène et qui permettent le développement à ce stade. Donc, la folliculogénèse, c'est un équilibre entre les stimulants et ceux qui inhibent pour aboutir à cette monoovulation qui caractérise l'espèce humaine. La MH, elle a un rôle très important. C'est un gardien de paix, c'est la référence, c'est la chaise et c'est l'équilibre. Donc, cette AMH, comme vous le savez plus que moi, elle est sécrétée par les follicules primaires et préentrales. Elle a deux actions. D'abord, elle va inhiber la déplétion précoce et de primordial vers primaire, et elle va s'opposer également à l'effet de la FSH sur les follicules antrales, préentrales. D'ailleurs, ça a été démontré chez les patientes qui ont une diminution de l'AMH. Donc, le résultat, c'est l'insuffisance ovarienne primitive. C'est l'hormone de référence parce que vous la dosez quand vous voulez tester la réserve ovarienne. Elle vous permettra de dresser un tableau des mauvaises, les hyper et les normorépondeuses. Un autre élément important, les androgènes, c'est des puissants stimulants de la richesse folliculaire. Ils sont sécrétés par les cellules de técales. Ils agissent au niveau des cellules de granulosa. Donc, ils sont très forts dans les follicules préovulatoires et également antrales débutants. Donc, au niveau des cellules de granulosa, ils sont corrélés à
à la multiplication cellulaire et inversement corrélé à l'apoptose. Ça a été démontré qu'il augmente les récepteurs à la FSH et l'activité aromatase. Encore ces androgènes, toujours l'équilibre, parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre ceux qui stimulent et ceux qui inhibent, juste ce qu'il faut. Parce qu'en cas de déséquilibre, comme vous le savez, soit qu'il y ait l'excès, et c'est le cas des ovaires polykystiques, soit ils font défaut, et c'est le cas des mauvaises répondeuses. Donc c'est toujours l'équilibre dans la follicule. Il a été démontré également l'apport des testostérones améliore l'activité aromatase induite par la FSH. Une dernière étude qui vient d'apparaître en septembre 2018 sur l'apport de DHEA chez les mauvaises répondeuses, ça a été démontré en cycle de FIV qu'il y a plus de grossesse par rapport au groupe témoin. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette phase? C'est une phase qui est très longue, elle est indépendante des gonadotrophines, elle repose sur les facteurs de croissance, le contrôle il est para- et autocrine, l'ovocyte c'est le maestro de cette phase, et le follicule dominant, c'est ceux qui ont acquis les récepteurs à la FSH. Donc d'abord, deuxième étape, épisode, c'est le développement folliculaire final. Cette fois-ci, la traversée, c'est en TGV, c'est rapide, c'est l'âge adulte, c'est 14 jours. Contrairement aux premières phases où la traversée, c'est traversée de désert, comme j'ai dit, parce qu'elle est très très longue, elle est très très compliquée. Et en ne connaissant très peu de choses sur le développement folliculaire basal. Donc, au cours de cette phase, vous avez... Je suis désolé. Donc, les étapes de cette phase, il y a d'abord le recrutement qui est de J27 à J2, permettant une courte folliculaire hétérogène que j'ai comparée à une compétition de haut niveau, des sportifs de niveaux différents. Deuxième étape, la sélection J3, J8. Donc, les follicules les plus forts, c'est ceux qui vont être sélectionnés, qui ont le plus de récepteurs. Et enfin, un seul follicule, le follicule dominant, c'est lui qui a le plus de récepteurs, qui va aller à la dominance, c'est entre J9 et J12. C'est pour dire que la folliculogénèse, c'est la base de tous les protocoles de stimulation. Donc là, deux choses importantes, c'est cette théorie bicellulaire. Donc, deux cellules, deux hormones. La TEC, via la LH, va sécréter des androgènes. La FSH, via ses récepteurs, elle va transformer les androgènes en oestrogènes. Le seuil, c'est un élément important, c'est le taux plasmatique de la FSH qui permet de débuter son développement. Et là, je vous ai mis 3 follicules de niveaux différents. Les follicules rouges, les plus forts, qui vont accéder à la dominance parce qu'ils ont le seuil le plus bas. Ils ont besoin d'une petite quantité de FSH. Et puis, les follicules orange et violets, qui ont des seuils très élevés, donc leur destinée, c'est l'atrésie. Il y a une implication clinique dans l'hyperstimulation ovarienne contrôlée. Pour les follicules rouges, il suffit de la FSH endogène pour avancer, contrairement aux follicules orange et violets, qui ont, comme j'ai dit tout à l'heure, un seuil très très élevé. Donc le fait d'injecter le FSH au début du cycle, on va augmenter la FSH circulante, donc on va arriver au seuil les plus élevés et sauver l'atrésie des follicules jaunes et violets. Un autre élément important, c'est la fenêtre de la FSH. C'est la durée pendant laquelle le taux de FSH plasmatique est supérieur au seuil. Donc plus que cette fenêtre est large, plus que le nombre recruté est grand. Deux éléments importants qui vont équilibrer cette folliculogénèse, c'est l'ouverture de la fenêtre de la FSH et qui signe le moment où la FSH devient supérieure au seuil et la fermeture de la fenêtre. Donc l'implication clinique de cette fenêtre, c'est que, comme vous savez, les follicules rouges, ils ont besoin que de la FSH endogène. Et pour sauver l'atrésie, les follicules jaunes et violets, l'injection de la FSH exogène au milieu de la phase folliculaire permettra d'éviter la fermeture de la fenêtre. Donc, cette deuxième partie de l'épisode, donc, vous avez le recrutement. L'acteur principal, c'est la FSH. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le follicule, c'est un grand séducteur. Il va faire tout pour séduire la FSH. Donc, qui vont être recrutés? Les follicules les plus sensibles, entre 2 et 5, et qui ont acquis plus de récepteurs et qui ont un seuil très diminué. La FSH, elle est aussi exigeante. Elle demande des follicules forts qui ont plus de récepteurs et qui éprouvent beaucoup de sensibilité. Donc, comment se fait ce recrutement? C'est J27, J3 de cycle précédent, ce qui marque l'ouverture de la fenêtre et qui permettra aux follicules qui ont le plus de récepteurs d'être recrutés.
Malheureusement, ce recrutement, comme vous le savez plus que moi, ce recrutement, il est hétérogène. Donc, il y a plus, les follicules n'ont pas les mêmes nombres de récepteurs, ce qui pose problème, notamment pour les mauvaises répondeuses. C'est pour cela que certains chercheurs ont proposé d'homogénéiser la courte folliculaire en donnant soit des oestrogènes, soit de l'ostroprogestatif, justement, pour inhiber ce pic de FSH et pour augmenter, le nombre de follicules recrutables. Donc, quel est le nombre de follicules recrutés? Il dépend d'abord de seuil et il dépend de la patiente elle-même. Donc, pour les mauvaises répondeuses, vous avez un recrutement qui est faible. Pour les hyperrépondeuses, notamment les OPK, vous avez plus de recrutement. La régulation de cette phase, donc la FSH via ces récepteurs, elle permet la prolifération, donc qui est également aidée par l'activine et l'EGF. L'aromatase, elle est nulle en ce moment. Donc, ce qu'il faut retenir de cette phase, que c'est la FSH qui est plus importante que la LH. C'est une phase qui est gonadodépendante, c'est une phase proliférative. Il y a des sécrétions des androgènes et le follicule n'a pas encore montré son côté de différenciation. Et le futur follicule dominant, c'est celui qui va sécréter les oestrogènes. Donc, on arrive à la scène 2 de la deuxième épisode qui marque l'âge adulte. L'acteur principal, c'est l'œstradiol qui est le grand serviteur. Les follicules qui vont être sélectionnés, c'est les follicules entre 5 et 8 qui ont commencé à exprimer leur activité aromatase et produit l'œstradiol. La FSH, c'est une femme qui est fidèle. Elle va auto-amplifier son rôle pour permettre à ce follicule d'avancer via le système insulin growth factor. Vous savez que quand les IGF, quand ils sont fixés, les IGF-PB, ils sont inactifs. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, la FSH? Elle va sécréter un élément qui va détruire cette liaison, rendant l'IGF active et qui va, bien sûr, agir sur les cellules de granulosa et cellules thécales. Pour la régulation de cette phase, donc la FSH et l'IGF, donc, ils ont un rôle prolifératif. L'aromatase commence à exprimer son rôle en sécrétant l'œstradiol. Et l'œstradiol, il va stimuler la production des récepteurs LH. Et l'AMH est toujours là pour surveiller l'aromatase, évitant le follicule de s'exprimer très tôt. Du côté thécal, vous avez la LH qui a deux rôles, la prolifération et la sécrétion des androgènes. Donc, toujours cette AMH, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'équilibre, c'est elle qui surveille le follicule, elle l'empêche de s'exprimer précocement. Donc, il y a tout cet antagonisme physiologique entre pour l'activité aromatase. Il y a un équilibre, ceux qui stimulent l'AMH et ceux qui inhibent plutôt l'AMH, ceux qui stimulent la FSH et qui est très important pour le maintien de l'équilibre. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette phase de sélection? Elle dépend de la FSH. Vous avez l'activité proliférative, très importante. Commence à la sécrétion des androgènes. Commence la différenciation de follicules par la sécrétion des œstradiols. Et le follicule dominant, c'est celui qui va acquérir les récepteurs de LH au niveau des cellules de granulosa. On arrive à la dernière scène de l'histoire, qui est la dominance. Donc, cette scène est caractérisée par l'apparition d'un acteur principal, qui est la LH. Et les follicules qui vont être choisis pour la dominance, ceux qui ont un diamètre entre 10 et 20, qui ont une grande activité aromatase, et surtout ceux qui ont des récepteurs à la LH au niveau des cellules de granulosa. C'est un grand séducteur, comme j'ai dit tout d'abord. Il a une deuxième femme qui est la LH, qui lui permet la survie et l'arrivée à la dominance. Et justement, l'acquisition de ces récepteurs LH au niveau des cellules de granulosa signe la dominance. Vous connaissez ce rétrocontrôle. La FSH elle exerce un effet de stimulation sur l'inhibine des stradiols. Quand ils sont en grande quantité, ils vont inhiber la FSH, ce qui signifie la fermeture de la fenêtre, qui ont comme corollaire un seul follicule qui va aller à la dominance et les autres qui vont, bien sûr, à l'atrésie. Donc, le contrôle, c'est que c'est les JF qui vont assurer la fabrication de l'aromatase, qui va transformer les androgènes en œstradiol. Donc, l'œstradiol, il a deux rôles en ce moment. Il va inhiber le rôle de l'AMH
il va activer les récepteurs LH qui ont le rôle de survie. De côté T-cal, vous avez les androgènes qui sont là et vous avez une vascularisation très développée, donc préparant le follicule à l'ovulation. Donc là, c'est le trio activine, folistatine et inhibine et le rôle important dans l'équilibre de cette folliculogénèse. Donc, chacun il a un rôle très important. Donc, le résultat de ceci, c'est que vous avez l'activité aromatase et les androgènes qui sont très forts. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le stradiol, il va augmenter. Malheureusement, cette augmentation supraphysiologique de l'ovocyte, elle est néfaste pour l'ovocyte lui-même et l'endomètre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'anti-aromatase qui va inhiber le rôle de l'aromatase, rendant le stradiol à un équilibre physiologique et permettant le développement folliculaire et le développement embryonnaire précoce. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette phase? Elle dépend de LH. La MH, elle est nulle dans le follicule dominant, une activité androgénique très importante, et c'est les récepteurs LH qui vont sauver le tir. Donc, il survient le pic de LH, qui va bien sûr arriver à la gloire de ce combattant qui est l'ovulation, donc l'émission d'un ovocyte. Et donc, finalement, c'est la gloire, c'est le but de ce follicule, c'est d'arriver à l'ovulation. Et malheureusement, parfois, soit qu'il n'y a pas de grossesse et vous avez la lutéolyse, donc vous savez cette physiologie-là, vous avez la lutéolyse, vous avez le stradiol qui va diminuer et vous avez cet effet inhibiteur de l'estradiol sur la FSH qui va disparaître, vous avez le pic de FSH et l'histoire va reprendre. Donc là, vous avez la reprise de l'histoire quand il n'y a pas de grossesse. Et pour arriver à la gloire finale, parfois, le but final de ce follicule, c'est de rendre le bonheur, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, ce follicule qui va augmenter de taille, primordial, primaire et tertiaire. Donc, l'histoire, elle va, comme j'ai dit tout à l'heure, que la folliculogénèse, c'est un phénomène cyclique qui se répète dans le temps, elle va reprendre. Donc, s'il n'y a pas de grossesse, toujours développement folliculaire basal, folliculaire, l'ovulation et parfois, et c'est le but souhaité, il va faire une bonne rencontre, ce follicule dominant. Il va faire la rencontre également d'un autre personnage qui est encore chanceux, c'est le spermatozoïde, d'ailleurs c'est le miracle de la vie, parce que la grossesse, c'est le miracle de la vie, ce n'est pas quelque chose qui est simple et facile. Donc là, il y a l'ovulation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, malgré tous les défauts de ce follicule, c'est quelqu'un qui rend le bonheur en donnant naissance à l'aspect final, c'est d'avoir un enfant. Et ce qui, bien sûr, qui va caractériser le bonheur de toute une famille. Donc là, j'arrive à la conclusion pour dire que la folliculogénèse peut être comparée à une pièce de théâtre. C'est un phénomène cyclique qui se répète dans le temps, avec des personnages qui ont des rôles précis, avec un timing précis pour avoir cette mono-ovulation. D'abord, un premier épisode, développement folliculaire basal, qui marque l'enfance. Donc, les acteurs clés de ce développement, c'est les facteurs de croissance, les androgènes, l'AMH. Donc, cet épisode se déroule dans les coulisses parce qu'on ne la voit pas. Et il y a le deuxième épisode, c'est le développement folliculaire final, avec une première scène qui est le recrutement, qui est caractérisé par l'ouverture de la fenêtre, le pic de FSH, avec un aspect prolifératif. Et au cours de cette scène, l'acteur principal, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le FSH. Le follicule dominant, il sort sa carte de séducteur, et la MH, elle est toujours là pour le surveiller et ne pas s'exprimer très tôt. Également, au cours de cette deuxième scène de sélection, toujours vous avez la FSH, mais l'acteur principal, c'est le stradiol, c'est un grand serviteur de follicules. Donc, il y a aussi l'aromatase. Et la troisième scène, c'est la dominance, donc c'est la fermeture de la fenêtre. La FSH, par rétrocontrôle négatif, elle est nulle. C'est la phase de différenciation. Et au cours de cette troisième scène qui est la dominance, toujours ce grand serviteur, son rôle, c'est d'éliminer la FSH par
un rétrocontrôle négatif et qui va caractériser, bien sûr, au cours de cette phase, l'acteur principal, c'est la LH, qui va remplacer la FSH, et ce grand séducteur aussi qui est là pour séduire la LH parce qu'il lui permet sa survie. Et au cours de cette phase, le rôle de la MH s'estompe, c'est les récepteurs LH aussi au niveau des cellules de granulosa qui vont prendre le relais. Vous avez l'ovulation, bien sûr. Après cette maturation finale, l'ovulation. En cas d'absence de grossesse, l'histoire, elle va reprendre dans la première scène, le recrutement. Et là, vous avez bien sûr l'ouverture de la fenêtre, le pic de FSH, et puis d'autres follicules qui vont accéder. Et pour la première partie qui est le développement folliculaire basal, il se passe dans les coulisses et nous connaissons très très peu pour cette phase. Je pense que les recherches doivent se penser sur cette phase-là. Je vous remercie. Merci Hamza pour ce magnifique tour d'horizon sur la folliculogenèse. Donc on va passer à la salle s'il y a des questions avant de passer à la conférence suivante. Oui, 2 questions dans la salle. Micro, s'il vous plaît. Je tiens à remercier vivement Dr Ouzahir pour son excellent topo. Ensuite, j'ai juste une petite réflexion, ou plutôt une question en même temps. Est-ce que vous avez une idée sur l'introduction des cellules souches pour justement améliorer le recrutement du follicule dominant? Merci. Non, honnêtement, je n'ai aucune expérience. Et je pense que je me suis approfondi dans la folliculogénèse. Nous connaissons beaucoup de choses sur le développement folliculaire final, mais l'énigme et le désert, c'est le développement folliculaire basal. Je pense que si la femme n'a pas ce bagage, notamment les androgènes et ces cellules de facteurs de croissance, on fait tout ce qu'on peut faire, on ne peut rien faire. Donc ça, c'est des essais, mais rien n'est prouvé scientifiquement. Bien, peut-être vous pouvez avoir une réponse à votre question, parce qu'il va y avoir une session sur le rajeunissement ovarien. C'est ce que vous parlez des cellules souches et leur action sur la folliculogénèse. Donc, on aura une session, vous pouvez y participer. J'espère que vous aurez une réponse à... Peut-être une dernière question, puisqu'on est un peu en retard. Concernant le... Bon, d'abord, je vous remercie pour cette belle présentation. Ma question concernant la deuxième phase, là où il y a apparition des récepteurs de la LH à partir du moment où le follicule atteint un diamètre de 10 mm. Et on sait que les petits follicules qui ont une petite taille n'ont pas encore de récepteurs pour la LH. Et donc, il y a une conduite en cas où on a une réponse forte, c'est d'arrêter la FSH pour ne pas recruter les petits follicules et de donner uniquement de la LH pour stimuler les follicules qui ont un diamètre supérieur à 10 mm. Alors, est-ce que vous avez une expérience sur cette façon de faire? Oui, je pense que ça, c'est le sujet sur les mauvaises répondeuses et l'apport de LH. Effectivement, donc moi, c'était la physiologie. Mais tout ce qui est implication clinique vient de la physiologie. Justement, pour les mauvaises répondances, je pense qu'il y a une session qui est dédiée à ceci. Donc, l'apport de LH en deuxième partie peut améliorer justement cette folliculogénèse. Ma question, c'est pour les hyper-répondeuses. Lorsque les patientes répondent fortement, pour éviter cette hyper-réponse et bloquer cette hyper-réponse, on arrête la FSH et on ne donne que la LH. Et comme ça, on arrête l'évolution des petits follicules et on ne stimule que les gros follicules. Et comme ça, on limite l'effet hyperstimulant de ces gonadotrophines. Et c'est une façon de faire dans les cas d'hyperréponse. Honnêtement, moi, ce que je fais, je n'adopte pas cette façon de faire. Alors, on peut donner... Pour les hyperrépondeuses, je fais un costing et je reprends. On peut donner 200 unités d'HCG et continuer à stimuler
et ça donne de bons résultats dans les cas d'hyperépandose. D'accord. Bien, Merci pour l'information. on a toujours